Ce que vous allez voir va vraiment vous choquer. Sur Actualité Africa, on vous montre ce que d'autres refusent de dire. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater. Lamine Fofana, ce sommet de la CEDEAO était-il un moment décisif pour l'organisation ou un sommet de plus dans la vie de cette communauté? Non, il était décisif pour moi, parce que le contexte sous-régional s'y prêtait dans l'évolution des pays ouest-africains. Si on remarque plus les coups d'État, il y a eu plus de coups d'État dans les pays du Sahel que de coups d'État dans les pays du Golfe de Guinée. Donc, par exemple, aujourd'hui, on constate que un coup d'État, par exemple, en Côte d'Ivoire, diffère de la perception sous-régionale d'un coup d'État au Mali. Ça dépend aussi de l'histoire des différents pays. Donc, le Bénin est un cas d'école. Donc, ces pays-là qui avaient la réputation de bons élèves par rapport au respect à un certain niveau de la démocratie, donc quand on voit une tentative de coup d'État, ça permet aussi de se poser des questions quant au fonctionnement et au levier de coercition réel dont dispose aujourd'hui la CEDEAO pour pouvoir empêcher ces différentes actions. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que tout est dynamique, tout bouge. Donc, de l'objectif purement économique à l'objectif de la stabilité sous-régionale, on se rend compte qu'aujourd'hui, la CEDEAO n'arrive pas réellement à le faire, pour plusieurs raisons. Donc, il y a plusieurs choses à améliorer, parmi lesquelles la nécessité de se réunir pour voir dans quelle mesure, comme les prédécesseurs le disaient, donner une armée qui a la capacité d'intervenir rapidement dans les différents pays pour pouvoir rétablir l'ordre. Après, là où aussi il y a une problématique, c'est qu'on a souvent l'impression que la CEDEAO est plus hostile de manière apparente au coup d'État militaire qu'au coup d'État constitutionnel. Donc, dans quelle mesure... Qu'est-ce que vous appelez coup d'État constitutionnel? C'est une question qui fait grand débat. Oui, ce qu'on appelle coup d'État constitutionnel, c'est la manipulation de la Constitution à des fins politiques pour purement se maintenir. Voilà, il y a eu beaucoup de cas comme ça dans les différents pays. C'est-à-dire, c'est de pouvoir, par des astuces ou bien des stratagèmes juridiques, se maintenir à la magistrature suprême. Mais en quoi est-ce que c'est un coup d'État? Parce que de ma perception et de ma compréhension des coups d'État, c'est la rupture de l'ordre constitutionnel. Oui. Enfin, c'est un débat qui prend forme en Afrique de l'Ouest, parce qu'en général, les uns et les autres, ça donne à ce vocable qui consiste à dire qu'il y a des coups d'État constitutionnels. Je ne vais pas l'ouvrir là maintenant. Je vous laisse continuer votre analyse. Peut-être qu'on reviendra un autre jour pour faire le débat sur les coups d'État militaires et les coups d'État civils, si on doit les appeler comme ça. OK. Donc, bon, juste pour dire que ça peut aussi renforcer quelque part l'indignation de certains peuples. Donc, pour moi, ce n'est pas une rencontre qui est fortuite, c'est une rencontre qui est décisive par rapport à un cas d'école pour essayer de repenser la CEDEAO, les différentes commissions, les différentes instances de la CEDEAO et voir dans quelle mesure on puisse doter la CEDEAO pour avoir les leviers véritables de pouvoir agir très rapidement pour pouvoir éviter ce genre de situation. Très bien. Alassane Drabo? Oui, Ali, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue lorsqu'on évoque en griffe la passivité de notre organisation, la CEDEAO, depuis toutes ces années face au coup d'État. C'est le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres. Donc, à plusieurs reprises, la CEDEAO a été prise au dépourvu. Elle ne pouvait plus mener d'action parce que sinon, on dirait que la CEDEAO s'ingérait dans les affaires intérieures des États. On a vu clairement la volonté affichée des chefs d'État de mettre fin à ce qui s'est passé au Niger et de procéder à la libération du président Bazoum. Les chefs d'État-major généraux des différents États se sont réunis, dont le nôtre, ils se sont réunis, ils ont discuté, ils ont élaboré un plan qui, au final, n'a jamais été mis en œuvre. Pourquoi ? On ne le saura peut-être jamais. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que les différentes mutations qu'il y a eu dans la région elle-même, certains ont cru bon de se désolidariser de la communauté, de faire des pratiques radicales et de rester focus sur leur position et se dire finalement que CEDEAO, on s'en fiche, les différents États, on s'en fout. De toute façon, nous, on est partis, on va faire ce qu'on a envie de faire. Et de l'autre côté, l'idée que ça donne aujourd'hui aux chefs d'État qui sont membres de la CEDEAO, c'est de se dire que autant
ceux qui sont partis ou ceux qui ne sont pas en accord avec nos décisions et notre posture sont capables, sont libres de faire ce qu'ils veulent, nous aussi, désormais, on va faire ce qu'on a envie de faire. Quand on créait la communauté le 28 mai 1975, donc aujourd'hui, la communauté, elle a 50 ans. L'un des principes fondateurs, c'était de veiller à la paix, à la sécurité et à la stabilité de la région. Et moi, je pense que les mutations qu'il y a eu aujourd'hui dans la sous-région ouest africaine permettront véritablement à la CEDEAO de prendre position, de mettre le pied dans le plat, comme ça a été le cas au Bénin aujourd'hui. Et je pense qu'on aura l'opportunité d'en parler à la suite du débat, que c'est un signal fort qui vient d'être donné à plusieurs États et à plusieurs hommes en treillis dans nos républiques de ce qu'on ne peut plus s'hasarder à faire un coup d'État comme on voudrait. On a vu dernièrement un aéronef militaire, je crois, du Nigeria s'est posé à Bobo-Dioulasso de toute urgence. L'AES, par l'État du Burkina, a fait un communiqué. Donc aujourd'hui, la CEDEAO aussi se donnera les moyens d'intervenir un peu partout si des situations comme celle-là, venaient à se reproduire dans l'espace sous-régional. Monsieur, la prochaine interrogation que je vais vous soumettre, c'est de savoir s'il y aura un après coup d'État manqué au Bénin, en ce qui concerne évidemment la vie de la CEDEAO. Est-ce que c'est un précédent qui va marquer la vie de l'organisation? Et désormais, est-ce que l'organisation va prendre le taureau par les cornes, comme les forces se sont mobilisées en moins de 48 heures pour se retrouver au Bénin? Ce sera après NCI News, qui va être présenté dans quelques instants par Alassane Rabo. À ses côtés, Josias Assemon, Idrissa Keïta, Cheikh Oumar Doumbia et Alamine Fofana. Messieurs, dans la première partie de cette émission, avant les news, nous avons commencé évidemment à évoquer les enjeux du sommet de la CEDEAO, tenu hier à Abuja, en marge du coup d'État manqué au Bénin. Et la question que je vous posais avant cette relative pause que nous avons marquée pour suivre les news, c'est de savoir si ce coup d'État manqué au Bénin était un précédent. Alors, on a connu les coups d'État au Mali, au Burkina, au Niger, en Guinée. Avec ce qui s'est passé au Bénin, où le coup d'État a finalement été tué dans l'œuf, est-ce que cela veut dire que désormais, les acteurs principaux de la CEDEAO, à savoir les chefs d'État, ne laisseront se réaliser aucun putsch dans notre région? Est-ce que c'est le sentiment que vous avez chez Oumar Doumbia? Alors, c'est pas qu'un sentiment, c'est ce que le président de la Commission a affirmé en disant que, bon, désormais, en tout cas, la CEDEAO fera tout ce qu'elle peut pour empêcher qu'il y ait coup d'État dans sa communauté. Alors, moi, je pense qu'il est important de rappeler que dans l'histoire, la CEDEAO a eu à jouer des rôles majeurs dans plusieurs cas de figure de ce type. Et que, par exemple, il y a le cas Yahya Jammeh où la CEDEAO intervient pour le déloger, à ce qui pourrait, par exemple, sembler être, en ce qu'on met entre guillemets, le fameux coup d'État constitutionnel. Il y a Jammeh qui manipulait pour rester alors que ça ne s'était pas vraiment passé comme ça. On se souvient que le président Alpha Oumar Konaré, à un moment donné, avait réussi, sans les armes d'ailleurs, à négocier pleinement le retour d'un chef d'État au pouvoir. On se souvient de cette même CEDEAO sur les théâtres d'opération, que ce soit ici en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone ou ailleurs. Donc la CEDEAO n'est pas aussi vaine qu'on veut faire croire aujourd'hui ou que les événements de 2020 à aujourd'hui ont tenté de faire croire. Moi, je pense que le souci se trouve à un niveau tout autre, ou deux niveaux tout autres. Le premier, ce serait de dire que, bon, après l'élaboration du protocole additionnel en 2000-2001, et après aussi les accords de Cotonou et ceux d'Accra qui ont tenté de renforcer ce protocole additionnel, la CEDEAO est confrontée à, par exemple, un souci de procédure. Souci de procédure, pourquoi? Un, parce qu'il n'y a pas de mécanisme établi pour dire, en cas de coup d'État ou de tentative de coup d'État, voici l'approche que la CEDEAO prend.
Donc cette approche n'a pas été pleinement définie. Il y a quand même condamnation, il y a des accords et tout. Et à chaque fois, c'est déjà même, c'est quand même des communiqués, des rencontres. Par exemple, dans le cas du Mali, on ne peut pas dire, comme mes confrères l'ont dit, on ne peut pas dire que la CEDEAO était en retard parce que déjà, depuis la crise politique qui s'est annoncée bien avant le coup d'État, la CEDEAO avait envoyé un émissaire. Peut-être faut-il entendre le retard sous l'angle militaire. Et même là, encore une fois, sous l'angle militaire, l'existence de ECOMOG, c'est-à-dire de la force en attente, c'est une réalité. Mais après, c'est des questions de souveraineté aussi. Est-ce que, contrairement par exemple à l'Union européenne, où c'est clair dans leur texte que quand quelqu'un fait un coup d'État, l'Union européenne n'a pas le droit de laisser cette personne exercer. Donc peut-être qu'aujourd'hui, la CEDEAO va dans ce sens. Et pour ce faire, c'est ça le second point, il serait important qu'à un moment donné, les États puissent lui céder une certaine partie de leur souveraineté pour qu'elle puisse opérer automatiquement. Donc, procédure pour la mise en place d'automatisme. Quand il y a coup d'État ou tentative de coup d'État, automatiquement, voici ce que la CEDEAO fait. Peu importe qui c'est, peu importe le contexte, peu importe le climat politique, voici la réaction de la CEDEAO. Et la deuxième chose qui pèse sur, ou la troisième qui pèse sur la CEDEAO, c'est aussi une question d'opinion publique. Parce que c'est l'opinion publique qui véhicule tous ces messages-là. Et tout ça est dû aussi au manque de procédure, parce que d'un cas à un autre, elle tente de s'ajuster. Si je prends le cas malien de 2020 en exemple, Goodluck Jonathan le disait le premier jour, il dit ce pays a suffisamment souffert, fait face à suffisamment de difficultés, il n'est aucunement nécessaire de mettre ce pays sous sanctions. Donc les sanctions politiques d'usage sont tombées, suspension, fermeture des frontières, mais c'était vraiment dans l'usage, parce que la CEDEAO ne voulait pas bousculer davantage un pays bousculé par l'instabilité depuis 2012. Mais ce n'est qu'en 2021, quand il y a cet autre coup de force pendant le processus de transition, que la CEDEAO décide de durcir son positionnement. Et même en durcissant cette position, le communiqué officiel est toujours disponible. Ils disent fermeture des frontières terrestres et aériennes, à l'exception de. Maintenant, les autorités, à l'époque, ont dit sanctions légitimes, on parlait d'embargo. Mais quand la CEDEAO dit à l'exception de produits pharmaceutiques, produits pétroliers, produits alimentaires de première nécessité, il y a quand même une tentative de laisser les besoins de la population passer, mais de trouver les moyens de contraindre en fait l'exécutif, les gens qui ont pris le pouvoir illégalement, de les empêcher de diriger. Quoique ces mesures sont tout de même mal appréciées de l'opinion. Une grande partie de l'opinion. Elles n'ont jamais été expliquées. Oui, justement, est-ce que ce n'est pas un problème de la CEDEAO aussi, l'explication, la vulgarisation de ces mesures? Absolument. Et ça, c'est tout aussi... Moi, je considère que c'est normal. Mais maintenant, elle est obligée aussi de prendre des mesures face à ça. C'est normal. Pourquoi? Parce que c'est une organisation qui, à la tête, on trouve plusieurs chefs d'État, qui, même pour des raisons de gouvernance interne, ne s'expriment pas beaucoup. Si on prend l'exemple sur un Alassane Ouattara, très peu d'interventions publiques. C'est des gens qui sont occupés à gérer. Patrice Talon, très peu d'interventions publiques. Donc ce n'est pas comme les pays de l'AES, par exemple, où quand les gens sont arrivés au pouvoir, ils ont mis en place tout un mécanisme pour pouvoir communiquer. La CEDEAO n'a jamais été confrontée à ce type de problème, donc n'a jamais eu besoin d'avoir une méthodologie pour pallier à cela. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi elle va devoir muter, elle va devoir apprendre à communiquer sur cette décision, elle va devoir pouvoir les expliquer aux populations que non, ces mesures sont d'ordre politique, c'est contre, mais ce n'est pas vraiment ceci, ce n'est pas vraiment cela. Elle va devoir apprendre à réarticuler cette force en attente et je pense qu'elle est en train de le faire. Par exemple, face au terrorisme, il parle de la mise en place d'une force de 100 000 hommes. C'est une réarticulation vis-à-vis du terrorisme qui n'était pas prise en compte lorsqu'elle était créée. Elle parle aujourd'hui de la mise en place d'une commission qui doit être créée selon les résolutions d'aujourd'hui pour aller vers la mise en place d'une doctrine peut-être civile, politique et militaire, ou ils ont dit diplomatique et militaire pour pouvoir faire face au coup d'État. Je pense que les mutations sont nécessaires, mais elles n'arrivent que lorsque la nécessité est constatée. Et maintenant, la nécessité est constatée et elles vont se faire. Idrissa Keïta, la CEDEAO a-t-elle fait preuve d'efficacité? On peut dire que oui.
Le contexte est à prendre en compte par rapport à ce que Cheikh Oumar vient de développer. Si vous voulez, je peux reformuler ma question pour vous. Est-ce que la réaction de la CEDEAO au Bénin, sa prompte réaction à tuer dans l'œuf le putsch, va susciter de la dissuasion chez d'éventuels putschistes les mois à venir? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que de 2020, le 18 août 2020, où on va dire la boîte de Pandore des coups d'État s'est ouverte, ça n'a pas empêché que dans tous nos pays de la CEDEAO, il y ait des coups d'État et des tentatives de coups d'État. Donc même en 2026, voir qu'il y aurait eu des tentatives de coups d'État, je ne serais pas surpris. Ensuite, moi je disais par rapport à ce que Cheikh Oumar a dit, il faut être regardant sur le contexte. En 2021-20, quand naissaient déjà ces coups d'État qui ont finalement ouvert la voie à l'AES, au trio souverain, on avait déjà au sein de la CEDEAO des fervents supporters de l'AES. Je parle là par exemple du président Embalo qui était là, aussi du président du Togo d'alors, puisque la formulation a changé, c'est le président du Conseil, désormais. Or, depuis 2024 à 2025, la CEDEAO a tellement été désavouée, tellement été éprouvée. Entre-temps, il y a eu des élections présidentielles. De nouveaux leaders sont venus qui ont tous dit qu'il faut qu'on revoie les choses, qu'on réforme la CEDEAO. Et je crois que déjà, à travers cette action au Bénin, ils essaient de montrer que les choses ont changé. L'approche sera tout autre. D'autre part, c'est vrai que la CEDEAO aussi avait tenu à garder le lien avec l'AES. Et pour avoir consulté les recommandations, du point 42 au point 53, on en parle. Tout d'abord, il parle du Mali, du Niger et du Burkina au niveau des questions du terrorisme. Ils disent qu'il faudrait que la Commission et les pays membres gardent le contact. Mais quand il est question de parler maintenant de finances, parce que quand l'AES est parti, on se posait des questions. Est-ce qu'il allait y avoir visa? Est-ce que les financements communs, je fais allusion à la BIDC, Banque d'intervention et de développement, Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, des questions se posaient. Finalement, la CEDEAO a été très claire sur la demande à la requête des pays de l'AES. Là, on ne parle plus du Mali, du Niger et du Burkina, mais on parle du trio souverain avec son appellation AES. Et là, la CEDEAO dit que tout d'abord, les financements sont maintenus, et aussi les personnels, parce qu'il y a des acteurs maliens et autres qui étaient dans ces institutions, qui étaient censés rentrer. Mais la CEDEAO les maintient. Et la CEDEAO aussi va jusqu'à accepter que ces trois pays soient dans le GIABA, le groupement intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent. Mais a quand même noté qu'il y a des rectifications à faire à leur sein, parce que c'est clair que quand même, dans des pays où il y a l'attaque terroriste, il y a des zones occupées. Ce sont des no man's land ouverts à la drogue, ouverts à beaucoup de choses. Donc, ils maintiennent néanmoins ces pays-là avec le statut de non-membre de la CEDEAO. Donc, la CEDEAO leur concède désormais leur statut et conjugue à 13, à 12. Et enfin, la CEDEAO aussi entend collaborer avec eux pour qu'ils soient sur la même longueur d'onde, parce que le contexte sous-régional est une préoccupation et il serait temps que eux et l'AES aillent de pair. À aucun moment, la CEDEAO ne fait mention d'une quelconque envie d'intégration. La CEDEAO va de l'avant. Et c'est même dans cette dynamique qu'elle a invité tous ces pays membres, à savoir les 13, à revoir leurs questions de convergence économique. Parce que le dossier de l'éco est encore là, ce dossier continue de traîner. Et enfin, je vais chuter sur 2 points. 2 points. La Côte d'Ivoire, en premier point, c'est la Côte d'Ivoire, le second, c'est la Guinée. Le premier sur la Côte d'Ivoire a eu 2 acquis.
à savoir l'Organisation ouest-africaine de la santé, aura désormais son siège qui sera transféré au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un succès diplomatique. Et aussi, avant cette rencontre, il y a des réunions préparatoires. Le Parlement de la CEDEAO s'est réuni. La sénateur, la vénérable Chantal Fanny, a été désignée à la présidence des femmes parlementaires de la CEDEAO. C'est cela. Le 7 décembre 2021, elle était à l'époque désignée secrétaire générale de ce caucus. 4 ans plus tard, rebelote, elle est désormais à la tête. L'ancienne maire du Kaniasso met en avant le leadership féminin de la Côte d'Ivoire et c'est une bonne publicité pour ce pays. Et enfin, on va aussi parler de la Guinée pour clore. La CEDEAO s'est félicitée publiquement des actions entreprises par la Guinée depuis l'euphorie référendaire du 21 septembre qui s'est passée sans couac et maintenant la présidentielle qui aura lieu sous peu. Et la CEDEAO invite justement une délégation à aller vers Conakry pour pouvoir suivre de près le processus et suivre ce qui pourrait provoquer des tensions. Sauf que, bien qu'on soit parti pour une élection de Mamadi Doumbia qui reste le grand favori, je rappelle toujours qu'il y a quand même les 3 grands leaders, Alpha Condé qui est en Turquie, Cellou Dalein Diallo qui est entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et Sidi Touré qui est en Côte d'Ivoire, qui sont exclus du processus, qui ne peuvent pas manœuvrer et leurs partis sont suspendus. Donc, même si la CEDEAO y part, est-ce que la CEDEAO pourra rencontrer les acteurs, cette opinion-là qui diverge, qui a même donné des consignes pour dire qu'elle ne sera pas impliquée? La question reste posée, mais en tout cas, la CEDEAO est en phase avec Conakry pour son processus électoral et je pense que tout va au vert du côté de Conakry et l'entente et le cadre d'échange est toujours là avec l'AES qui est désormais une institution distincte. Très bien. Alassane Rabo? Oui, je ne partage pas la toute première partie de l'intervention de mon très cher ami Idrissa Keïta. C'est que je pense que ce qui s'est passé au Bénin est désormais un cas d'école. De ce que plus personne ne va s'hasarder à venir faire un coup d'État sans aucune raison évidente dans l'une de nos nations. Qu'est-ce qui se passe au Bénin pour que, concrètement, un soldat se lève et fasse un coup d'État? En termes de sécurité, en termes de politique de développement, en termes de conditions de vie des citoyens, c'est vrai que politiquement, à l'interne, il y a beaucoup de débats dans le pays. Mais quelle est la raison fondamentale, majeure, qui puisse nécessiter qu'on fasse un changement anticonstitutionnel à la tête du pays? Il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Et donc, les dirigeants de la CEDEAO ont compris. Et d'ailleurs, quand j'ai lu le communiqué de ce dernier sommet, le président de la Commission a été chargé par les chefs d'État de travailler au renforcement de la force en attente. Ça veut dire que tout ce dont on parle, ils en sont conscients. Ils savent qu'aujourd'hui, on doit faire un peu plus d'efforts si nous voulons préserver nos états de changement anticonstitutionnel aux conséquences largement, mais vraiment dangereuses. Et l'autre chose aussi qui est importante et que je voudrais souligner, Cheikh Oumar Doumbia en a parlé, c'est que quand on prend le cas des populations ou bien des 3 États de l'Alliance des États du Sahel, vous savez, ce sont les États membres de la CEDEAO qui ont créé le concept de la CEDEAO des peuples. Et qu'on le veuille ou pas, l'AES est en Afrique de l'Ouest. L'AES n'est pas en Afrique de l'Est ou sur une autre partie. Et ces populations-là sont en Afrique de l'Ouest. Les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens sont en Afrique de l'Ouest avec nous. Les Burkinabés et les Maliens restent les voisins de la Côte d'Ivoire et les échanges commerciaux vont toujours se faire de façon assez étroite. Et donc les dirigeants de la CEDEAO ne peuvent pas faire fi de toutes ces réalités des populations au regard ou bien en tenant compte de divergences de vues avec les dirigeants actuels. D'ailleurs, moi, je pense même, en rentrant un peu dans leur raisonnement, qu'ils se projettent sur le long terme. Lorsque la situation va se rétablir dans ces États-là, lorsque, des gens qui n'ont pas ce discours viendraient à la tête du Mali, du Burkina ou du Niger, est-ce que la situation ne connaîtrait pas une évolution? Est-ce que ces États ne reviendront pas au sein de la CEDEAO?
ce sont des pistes de réflexion qu'on doit prendre au sérieux. Et en tenant compte de ces considérations, je pense que la CEDEAO ne peut que reconnaître de façon même minime l'existence de l'AES, céder à quelques-unes de leurs doléances, de leurs caprices en griffe, en pensant bien évidemment au bien-être des populations. Alors, je reviendrai à vous, Idrissa Keïta, le temps pour moi de faire réagir Josias et Alamine Fofana. Monsieur, il y a un épisode dont on n'a pas suffisamment parlé, que je n'ai pas entendu dans vos développements respectifs. C'est la situation en Guinée-Bissau. Il y a également eu un coup de force qui a vu la chute de Umaru Sissoko Embalo. Quelques semaines plus tard, le coup déjoué au Bénin. Est-ce que la CEDEAO s'est aussi inspirée de ce qui n'a pas marché en Guinée-Bissau pour réagir au Bénin? Je dirais peut-être, peut-être. On n'a pas la certitude, mais peut-être. Je voudrais revenir aussi sur le fait... Est-ce que si la CEDEAO avait la même fermeté en Guinée-Bissau, peut-être que le coup ne serait pas arrivé à son terme? Exactement. Donc c'est l'un des motifs pour lesquels je ne dirais pas totalement oui. Voilà. Donc lorsqu'on regarde par exemple le cas du Bénin, qui est un cas particulier, différent de la Guinée-Bissau, ou pour ne même pas dire similaire à celui de la Guinée-Bissau, où par exemple on a vu des militaires qui ont déballé quelques arguments qui pour beaucoup ne tenaient pas. Parce qu'on dit par exemple qu'il y a des narcotrafiquants qui vont attaquer le pays, il y a des gens qui vont empêcher l'élection. Est-ce que c'est nécessairement le rôle des militaires de venir renverser un régime pour ces questions-là? Est-ce que renverser un régime, ça arrange ces situations, finalement? Exactement. Donc, ça peut être entendu comme ce que Alassane Drabo disait tout à l'heure, de faux arguments, de même que ce qui a été signifié au Bénin. Donc, est-ce que face à ces faux arguments, la CEDEAO n'aurait pas dû aller également intervenir là-bas pour changer les choses? Ce qui me renvoie à une conception qui est vieille, mais qui existe toujours. C'est que la CEDEAO, pour moi, comme certains la conçoivent, c'est qu'elle n'agit que lorsque elle peut, mais surtout en retard relativement à ces situations-là. On a remarqué la Guinée, on était conscient du fait que la CEDEAO ne pouvait plus agir là-bas. Mais qu'est-ce que la CEDEAO fait pour se racheter? Peut-être rapidement, elle interagit ou elle agit au niveau du Bénin. L'un des problèmes qu'on peut constater et qu'on va toujours constater avec la CEDEAO, c'est qu'on peut avoir des forces d'intervention, les forces en attente qui soient là, mais le fait d'agir pour ces forces-là, ça reste compliqué. Il y a aussi la question du financement, par exemple. Au niveau des forces qui peuvent empêcher qu'on arrive, par exemple, à stopper cette tentative de coup d'État, on a, par exemple, le Nigeria, au départ avec ECOMOG, qui était le seul acteur qui finançait réellement ECOMOG. On n'a pas nécessairement des soutiens qui vont venir des autres pays, par exemple. Donc, s'engager militairement, ça pèse aussi sur un pays. Ça n'encourage pas les autres États à venir en ce sens-là. Et lorsqu'on regarde le fait que la CEDEAO qui dit « faites tout », pour qu'il y ait stabilité, n'arrive pas à cette stabilité-là, les questions qu'on pourrait se poser, et c'est ce que moi je disais tout à l'heure, est-ce qu'il n'est pas nécessaire, au-delà de la CEDEAO, de créer, comme dans d'autres parties de l'Afrique, d'autres institutions, d'autres organisations qui vont avoir l'objectif principal qui est de maintenir la stabilité militaire dans beaucoup de pays. Parce que si la CEDEAO agit comme elle agit actuellement, ça peut permettre de dissuader. On va se rendre compte qu'avec le cas du Bénin, la CEDEAO a réussi à empêcher. Mais est-ce que ça ne va pas pousser d'autres ou ça ne va pas voir certains autres acteurs à réaliser ou tenter? Parce qu'on peut empêcher le coup d'État, mais est-ce qu'on a réussi réellement, nécessairement, à mettre dans la tête de tout le monde qu'il ne faut pas ou qu'on ne doit pas utiliser ces moyens-là pour pouvoir tenter les coups d'État ou changer les régimes? Bien sûr. Alamine? D'abord, petite rupture avec l'exposé d'Alassane Drabo, c'est que, déjà, officiellement, il n'y a jamais de justificatif pour moi qui tient suffisamment pour justifier un coup d'État. Mais au Bénin, il y a des éléments. Par exemple, quand il dit qu'il n'y a rien au Bénin qui justifierait un coup d'État, il y a des éléments. Au Bénin, par exemple, il y a deux dynamiques, la dynamique sécuritaire et la dynamique autoritaire. Donc, depuis 2019, le nord du Bénin est sujet à des attaques terroristes qui sont perpétrés par le JNIM, qui lui-même est proche de Al-Qaïda. Donc, ils ont pu pénétrer une zone transfrontalière très stratégique, le WAP. C'est un poumon vert qui est à cheval entre le Burkina, le Bénin et autres. Donc, c'est une zone tactique de repli pour ces derniers-là, de projection et de planification. En avril 2025, même le gouvernement béninois a reconnu
le décès des 54 militaires. Donc, le nord du Bénin aujourd'hui, la situation sécuritaire au Bénin, au nord du pays, n'est pas satisfaisante. Donc c'est un motif qui pourra justifier un coup de force? C'est pour ça que j'ai commencé pour dire que... Non, moi je vous pose la question. Il n'y a aucune raison qui peut justifier un coup d'État pour des personnes qui sont républicains. Mais dire qu'il n'y a rien au Bénin, donc c'est un coup d'État sorti de nulle part, ce n'est pas tellement vrai. La deuxième chose, c'est au niveau de la démocratie. Donc on observe une démocratie sous tension avec les législatives de 2019 où l'opposition a été écartée, avec récemment même l'initiative qui a été prise pour faire passer le mandat présidentiel et parlementaire de 5 à 7 ans. Donc c'est tous ces éléments-là mis l'un dans l'autre qui peuvent justifier ou bien nourrir des pensées de coup d'État, quoique n'étant pas valable. Mais à ce moment-là, la démocratie serait en danger, non? Républicaine. Parce que si toutes les règles démocratiques ne sont pas favorables à certains dans la République, oui, ça, on peut toujours trouver des motifs pour estimer qu'un coup de force peut être justifié. J'aime pas la tête du président, je fais un coup d'État. Non, jamais. On laisse c'est le principe d'un coup d'État. Il part toujours d'une observation prouvable, observable. Maintenant, cette observation-là est légère quant aux ancrages des institutions de la République, mais il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc, dans le même cas comme le Mali, etc., le Bénin, il y a aussi des éléments factuels. Donc, ce n'est pas venu de nulle part. Ça, c'était la première précision. La deuxième précision, pour moi, c'est qu'aujourd'hui, il y a peut-être même d'autres choses. Parce que quelqu'un parlait de la CEDEAO des peuples. Donc, il y a la capacité pour la CEDEAO de pouvoir avoir des éléments pour agir au niveau des États, mais au niveau des peuples, dans la conscience commune, pour une bonne partie des Ouest-Africains, la CEDEAO est une organisation sous-régionale qui souvent est à la faveur de la volonté de certaines puissances étrangères. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui par quel mécanisme la CEDEAO peut, par exemple, se faire financer dans certains domaines par la France ou bien par l'Union européenne. Donc quand on est la somme de 12 pays d'Afrique de l'Ouest, on ne peut pas forcément se permettre de recevoir des 20 millions d'euros, des 103 millions d'euros de la part de l'Union européenne ou bien de la France. Ça ouvre encore une voie de suspicion des pays qui, à un moment donné, ne vont pas partager les mêmes avis que nous, ne vont pas partager les mêmes orientations stratégiques que nous. Donc, par rapport au discours entre les peuples, on arrive à une situation du traite de l'Afrique et celui qui pactise avec l'Occident pour mener à mal les institutions sous-régionales africaines. Donc, pour moi, peut-être trouver un moyen de financement ouvert, clair, qui ne va pas forcément permettre à ces collaborations bilatérales qui créent aussi beaucoup de bruit dans la sous-région. L'autre chose aussi, c'est la capacité de coercition. La capacité de coercition réelle. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les États africains sont prêts à se doter d'une armée réelle et donner les moyens aussi à cette armée-là de pouvoir agir dans un délai très court, que ça soit dans n'importe quel pays, parce que souvent aussi on peut observer du 2 poids 2 mesures, bien de la latence quant à telle zone ou à telle zone, ce qui aussi peut laisser à interprétation. Si ces États-là sont pour cette option, il faut se donner les moyens de pouvoir le faire de la plus belle des manières. Bien sûr. Merci de nous avoir suivis. Restez vigilants, restez informés. Abonnez-vous à Actualité Africa pour ne rien manquer.